Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez à réviser votre bac de management, sciences de gestion et numérique, vous êtes dans la bonne vidéo, puisque dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 13 notions les plus importantes pour passer cette épreuve-là. C'est les notions les plus importantes parce que c'est celles qui ont le plus de chances de tomber le jour J. Donc si vous connaissez ces 13 notions par cœur, c'est ce qu'il faut, vous pourrez normalement répondre environ aux 2 tiers des questions. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas bosser le reste, mais en tout cas, c'est les notions les plus importantes, celles qu'il faut absolument connaître par cœur. En plus de ça, tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est aussi disponible en version PDF sur mon site internet. Alors n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ça. C'est parti pour la première notion. Alors la première notion qu'il est absolument importante de connaître pour passer le bac de management en terminale STMG, c'est les notions de finalité. La question qui peut tomber, c'est en général identifier la finalité de l'entreprise, machin, machin. Et là, il faut que vous en trouviez 4. Enfin, il y a 4 potentielles finalités que possède l'entreprise. La première, c'est la plus simple, c'est la finalité lucrative. Donc, si vous travaillez sur une entreprise privée, vous cherchez pas. Vous mettez finalité lucrative, double point. L'entreprise cherche à faire du bénéfice, cherche à faire du profit afin d'être pérenne. Point. Et là, vous avez la finalité de l'entreprise qui est la finalité lucrative. Ensuite, le plus compliqué dans cette question-là, c'est de chercher les autres finalités dans les annexes. Et parmi les autres finalités, la seconde, c'est la finalité sociale. Donc la finalité sociale, c'est ce que l'entreprise fait pour améliorer le bien-être de ses salariés. Toutes les actions qu'elle met en place. Ça peut être en jouant sur le salaire. Par exemple, l'entreprise va payer plus, donner une rémunération supérieure à ses salariés par rapport à la concurrence. Ça peut être des avantages comme une voiture pour le boulot, comme des formations qui sont payées par l'entreprise, comme un parking pour le boulot, etc., etc. Tous les avantages comme ça qui améliorent le bien-être des salariés, ça va dans la finalité sociale. Donc s'il y en a dans les annexes, vous mettez finalité sociale, double point, et vous listez tout ce que fait l'entreprise de bien pour ses salariés. La prochaine finalité, c'est la finalité sociétale. Dans sociétal, il y a société, et donc là, c'est tout ce que fait l'entreprise pour améliorer la société de manière générale. Ça va par exemple être le développement du Made in France, puisque du coup ça va créer beaucoup d'emplois en France. Ça peut être les dons, si l'entreprise fait des dons pour des associations ou si l'entreprise participe à des événements caritatifs, des choses comme ça. Ça va dans la finalité sociétale. Et le dernier élément, c'est la finalité environnementale. Là, c'est toutes les actions qui sont mises en place par l'entreprise pour essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement. Ça va par exemple être le tri des déchets ou l'utilisation de matières premières recyclables, des choses comme ça. Voilà pour la première notion et on passe à la deuxième. La prochaine notion, c'est la notion de ressources d'une entreprise. C'est aussi une notion que vous avez normalement apprise en première avec un petit peu de terminale. Puisqu'en terminale, vous avez normalement dissocié ressources tangibles et intangibles. Donc si vous tombez sur la question d'identifier les ressources de l'entreprise, voilà ce qu'il faut faire. Il faut identifier les ressources tangibles de l'entreprise. Dans ressources tangibles, on en compte 3. Il y a les ressources humaines de l'entreprise. Les ressources humaines, c'est simplement le nombre de salariés qu'il y a dans l'entreprise avec le dirigeant. Donc si vous trouvez ces éléments-là, vous les mettez. Ensuite, il faut identifier les ressources matérielles de l'entreprise. Pour les ressources matérielles, c'est tout ce que possède l'entreprise qui est corporel, que l'on peut toucher. Ça va être les locaux de l'entreprise, les machines qu'ils utilisent, les robots, les choses comme ça, les bureaux, les ordinateurs, des choses comme ça. Et la dernière ressource tangible de l'entreprise, ça va être la ressource financière. La ressource financière, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Donc, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, son résultat, l'évolution du chiffre d'affaires, des informations comme ça. Et puis, en plus de ça, il faudra chercher les ressources intangibles. Et parmi les ressources intangibles, il y a les ressources immatérielles. Donc là, c'est ce qui n'a pas de corps, ce qu'on ne peut pas toucher. Ça va par exemple être la notoriété de l'entreprise. Ça peut par exemple être les brevets qu'ont déposés les entreprises. Ça peut être le logo de l'entreprise, la marque, des choses comme ça. La prochaine notion qu'il faut connaître par cœur, c'est la notion de diagnostic stratégique. Cette notion, elle tombe souvent le jour J. Toutes les notions que je vous présente ici tombent souvent le jour J en soi, mais cette notion-là, elle est importante. Donc le diagnostic stratégique, il y en a 2. Ça peut être le diagnostic interne. Si vous tombez là-dessus, il faut identifier les forces de l'entreprise. Les forces de l'entreprise, c'est tout ce qui est propre à l'entreprise et qui est un avantage pour elle. Ça va par exemple être le savoir-faire de ses salariés, ça va être l'évolution de son chiffre d'affaires s'il est positif.
toutes ces choses-là. Ensuite, les faiblesses de l'entreprise, c'est l'inverse. Donc, ce qui est propre à l'entreprise et qui représente un désavantage pour elle ou une faiblesse. Là, ça va être une baisse du chiffre d'affaires, par exemple, ou un turnover. Beaucoup des salariés, donc beaucoup de salariés qui démissionnent, beaucoup de salariés qui sont en maladie, plein de choses comme ça. Le deuxième diagnostic stratégique, c'est le diagnostic stratégique externe. Et là, il faut identifier les opportunités et les menaces de l'entreprise. Les opportunités, c'est ce qui apporte un avantage à l'entreprise, mais qui provient de l'extérieur. Ça va par exemple être le peu de concurrence localement, un truc comme ça. Ou alors des avantages politiques. L'augmentation de la demande, des choses comme ça de manière générale. Ensuite, les menaces, c'est ce qui menace l'entreprise et qui provient de l'extérieur. Là, c'est souvent les concurrents. S'il y a beaucoup de concurrents pour l'entreprise, vous mettez menace, présence de nombreux concurrents. Ça va être des choses comme ça. Donc, ce qui provient de l'extérieur et qui est une menace pour elle. La prochaine notion. Alors, la quatrième notion, c'est la notion de stratégie que vous avez appris normalement en premier STMG aussi. La stratégie, il y en a plusieurs. Donc, il faut identifier laquelle est la bonne. Normalement, la question d'aujourd'hui, ça va être identifier la stratégie qu'a mis en place l'entreprise. Et du coup, la première stratégie, c'est la spécialisation. Ça, c'est quand l'entreprise est spécialisée dans un domaine précis et qui fait rien d'autre. Il fait un produit ou un domaine, en tout cas, et il fait rien d'autre. Ça va par exemple être Ryanair qui est juste spécialisé dans le transport aérien. La prochaine stratégie qui existe, c'est la diversification. C'est l'inverse de la spécialisation. Donc là, l'entreprise est développée dans plusieurs activités. Elle fait plusieurs activités qui sont bien différentes les unes par rapport aux autres. Ensuite, la prochaine stratégie, c'est la différenciation. La différenciation, c'est quand l'entreprise se différencie de la concurrence. Donc, elle propose quelque chose de nouveau, quelque chose que les autres ne proposent pas. L'exemple le plus concret en soi, ça peut être Apple aussi, qui propose des téléphones comme les autres, mais ils se différencient de la concurrence puisqu'ils ont leur propre store, ils ont leur propre chargeur, etc., etc. La prochaine stratégie, c'est la focalisation. Cette stratégie-là, c'est quand l'entreprise se focalise, donc se concentre sur un segment de marché. Ça va par exemple être les entreprises qui se concentrent que sur les femmes ou que sur les hommes, comme les salles de sport par exemple qui sont ouvertes qu'aux femmes. En tout cas, un seul segment, donc une seule partie des clientèles. Et la dernière stratégie, c'est la stratégie de domination par les coûts. Là, c'est simplement les entreprises qui proposent le même service que ses concurrents, mais avec un prix beaucoup plus faible. Donc les entreprises un peu de low cost, si vous voulez. Donc là, Ryanair, par exemple, c'est à nouveau une entreprise qui peut être utilisée pour cette stratégie-là. Ensuite, la prochaine notion, c'est la notion d'approche marketing qui est apprise en terminale. Donc la première approche, c'est l'approche réactive. Donc une entreprise qui produit un produit pour répondre à un besoin qui existe déjà et qui est exprimé. Donc là, l'exemple le plus précis, ça va être une entreprise qui, à l'heure d'aujourd'hui, se lance dans la production de produits bio. Là, la demande, elle est là, elle existe, elle est déjà exprimée. Donc, approche réactive. La prochaine, c'est l'approche anticipatrice. Celle-là, c'est quand l'entreprise va anticiper un besoin qui n'est pas exprimé. L'exemple le plus concret pour que vous puissiez comprendre, c'est avec les influenceurs. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui envoient des produits directement aux influenceurs alors qu'eux n'ont rien demandé. Donc en gros, les marques vont anticiper un besoin. Ils ne savent pas forcément si ce besoin existe, mais ils vont anticiper. Ils pensent, eux, que les influenceurs ont besoin de ce produit-là, donc ils leur envoient. Ils anticipent le besoin. Donc approche anticipatrice. La dernière, c'est la créative. Donc l'approche créative, c'est quand l'entreprise propose un produit nouveau. Donc un besoin qui n'existe pas encore, qui n'est pas exprimé, quelque chose de nouveau. Comme par exemple quand Apple avait sorti le premier téléphone tactile, c'était une approche créative. Personne ne connaissait les téléphones tactiles, personne n'en avait du coup besoin. Et eux, ils ont créé ce besoin-là, approche créative. Ensuite, la dernière approche, c'est l'approche médiatrice. Et là, c'est quand il y a une collaboration entre le client et l'entreprise pour créer ensemble un produit. Donc l'exemple le plus précis que vous pouvez éventuellement connaître, c'est Subway. Donc, pour faire votre sandwich, c'est l'entreprise qui propose différents produits et c'est vous qui choisissez, qui décidez quoi mettre dans le sandwich. Donc Subway, approche médiatrice, vous co-créez ensemble le produit. Prochaine notion. Ensuite, la prochaine notion, c'est la notion de modèle économique. Encore une notion que vous avez apprise en terminale normalement.
Le premier modèle économique, c'est le modèle de gratuité. Quand l'entreprise est gratuite, le service il est gratuit, puisqu'elle se finance grâce à la publicité. L'exemple le plus concret, c'est Google. Tout le monde peut utiliser Google gratuitement, vous ne payez rien, puisque Google se finance par la suite grâce aux publicités qu'elle va diffuser un peu partout. Le second modèle, c'est le modèle freemium, donc un produit qui est gratuit de base, mais qui inclut un service payant, comme Spotify par exemple. Tout le monde peut utiliser Spotify gratuitement, mais si vous voulez accéder à un service un peu haut de gamme, il faut payer la version premium, donc payer une partie payante. L'exemple le plus concret, comme dit, c'est Spotify, sinon YouTube. Le prochain modèle, c'est le modèle de plateforme. Là, c'est quand l'entreprise permet de mettre en relation le producteur et le client final. L'exemple le plus précis, c'est aussi Airbnb. Airbnb, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les propriétaires avec les clients qui veulent louer un bien sur une petite courte période. L'autre exemple, ça peut être Le Bon Coin aussi, qui permet de mettre en relation acheteurs et vendeurs. En tout cas, c'est une plateforme qui met en relation ces deux agents. L'avant-dernier modèle, le modèle de l'abonnement. Ça, c'est quand il faut payer un abonnement pour pouvoir accéder au service, tout simplement. Comme Netflix, par exemple. Netflix, c'est pas gratuit. Si on veut y accéder, on paye un abonnement. Pareil pour Bing Sport ou Canal+, des chaînes comme ça. C'est des exemples qui suivent un modèle de l'abonnement. Et puis le dernier modèle, c'est le modèle low cost. Donc le modèle low cost, c'est un petit peu le même principe qu'avant. Donc un service qui est le même que la concurrence, mais rendu à un prix, proposé à un prix inférieur, comme EasyJet, Ryanair, par exemple, des choses comme ça. Voilà pour les modèles économiques. On passe à la prochaine notion. La prochaine notion, c'est une notion que vous avez apprise dans beaucoup de matières différentes et elle est importante parce que ce calcul-là peut être demandé, c'est la notion de valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est la richesse que crée une entreprise et pour le calculer, on fait le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Le chiffre d'affaires, c'est simplement quantité vendue fois prix de vente. En général, il est donné directement dans les annexes. Soit il est écrit chiffre d'affaires, il y a écrit le montant, soit il y a écrit production de l'exercice et il y a écrit le montant. En tout cas, s'il y a écrit production de l'exercice, ça correspond bien au chiffre d'affaires. Et les consommations intermédiaires, c'est tout ce que va consommer l'entreprise pour réaliser sa production. Ça va être les matières premières, par exemple, que va utiliser l'entreprise pour produire, ou l'énergie qu'elle va utiliser, l'électricité, par exemple, des choses comme ça. En général, ce montant-là, il est donné aussi, il faut juste connaître la formule. Chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Prochaine notion. Alors encore une notion de calcul qui est un peu plus complexe. Là, je ferai sûrement une vidéo par rapport à ça plus tard à l'avenir. La notion de BFR, besoin en fonds de roulement. Pour calculer le BFR, la formule c'est actif circulant moins passif circulant. Ensuite, pour calculer le FRNG, c'est ressources stables moins emploi stable. Et pour calculer la trésorerie nette, il faut faire le FRNG moins le BFR. Donc si vous faites tous ces calculs-là, vous aurez déjà tous les points pour la partie calcul. Ensuite, il y a l'analyse qui est importante. Il faut que vous regardiez le résultat de votre BFR. Si le BFR il est négatif, pas de souci. Vous mettez le BFR de l'entreprise est négatif, donc sa situation financière est bonne, puisque sa trésorerie nette sera normalement positive aussi. Là où ça va se compliquer, c'est si le BFR est positif. Si le BFR est positif, il y a deux cas de figure. Soit le FRNG il est supérieur au BFR. Dans ce cas-là, la situation financière de l'entreprise sera bonne, puisque l'entreprise pourra payer son BFR avec son FRNG, donc pas de problème particulier. Mais si le FRNG est inférieur au BFR, là, la situation financière de l'entreprise n'est pas bonne, puisque sa trésorerie nette sera inférieure à 0. Et du coup, l'entreprise n'aura pas d'autre choix que soit d'emprunter à la banque pour financer son activité, soit essayer de faire en sorte de diminuer son BFR. Par exemple, en essayant de négocier le délai de règlement avec ses fournisseurs. Voilà. Donc, il faut que vous arriviez avec cette question-là à faire la partie calcul et ensuite à analyser comme je viens de le faire. La 9e notion de cette vidéo, c'est la notion de mode de production. Alors, l'entreprise peut avoir plusieurs modes de production à l'unité. Quand elle produit un produit un après l'autre, un à un, ça va être souvent la production de films, par exemple, ou alors la production des avions. Ça prend du temps, c'est des lourds projets. On en fait un après l'autre. Donc, production à l'unité. La prochaine production, c'est en petite ou en moyenne série. Donc, quand l'entreprise produit le même produit en petite ou moyenne quantité, si vous voulez. L'exemple le plus précis pour ce mode de production, c'est les petites machines, les petits outils, les marteaux, les choses comme ça.
Le prochain mode de production en grande série, là, c'est quand l'entreprise produit en grosse quantité le même produit. L'exemple le plus simple, c'est les journaux. Les journaux qui tous les jours sont produits en grosse quantité. Ensuite, la production peut être en continu. Donc une entreprise qui tourne 24 heures sur 24, qui ne s'arrête jamais. Une production qui ne s'arrête jamais. Ou en discontinu, mais là c'est l'inverse. L'entreprise qui ferme à un moment, la production qui s'arrête à un moment. Et les deux dernières notions sont aussi importantes dans le mode de production, c'est le flux poussé ou le flux tendu. Le flux poussé d'abord, ça consiste pour l'entreprise à produire avant la commande des clients. Donc l'entreprise va prévoir combien elle va vendre de produits à l'avenir, elle va l'estimer. Elle va par exemple dire, ok, moi je pense que cette année-là, on va vendre 2500 produits. Et du coup, l'entreprise, avant même qu'il y ait une commande de client, va produire ces 2500 produits et ensuite va les stocker. L'avantage de ce système-là, c'est que le client ne va pas attendre quand il va commander. Le produit sera déjà fait, donc l'entreprise aura juste à lui donner au moment de la commande. L'inconvénient, c'est que ça coûte cher parce qu'il y a des frais de stockage. Et en plus de ça, il peut y avoir des risques d'invendus ou au contraire des ruptures de stock. Le deuxième, c'est le flux tendu. Et là, c'est l'inverse. L'entreprise ne va pas produire en avance, elle va attendre d'abord la commande d'un client pour ensuite lancer la production et livrer le produit. L'avantage, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas de risque d'invendu, il n'y aura pas de risque de rupture de stock, c'est plus flexible, mais l'inconvénient, c'est que le client va devoir attendre plus longtemps parce qu'au moment de sa commande, le produit n'existe pas encore. Donc il va commander le produit et l'entreprise doit d'abord produire ce bien pour ensuite lui donner. Donc ça va prendre plus de temps. La 10e notion, c'est les mécanismes de coordination. Les mécanismes de coordination, c'est comment les salariés vont se répartir les tâches au sein de l'entreprise. Et du coup, il existe différents mécanismes de coordination, différentes possibilités. Le premier, c'est l'ajustement mutuel. L'ajustement mutuel, c'est quand les tâches sont réparties à l'oral, de manière informelle, donc il n'y a rien d'officiel. Les salariés vont se voir, ils vont se dire entre eux, ah, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, etc. Le deuxième mécanisme de coordination, c'est la supervision directe. Là, c'est quand il y a un supérieur hiérarchique qui donne des ordres à ses subordonnés. Il leur dit exactement quoi faire, c'est un ordre qui est donné. Ensuite, il existe 3 autres mécanismes. Le premier, c'est la standardisation des procédés de travail. Donc là, c'est quand les procédés de travail sont déterminés, ils peuvent être automatisés. L'exemple le plus précis, ça va être le travail à la chaîne. Donc le travail à la chaîne, c'est toujours les mêmes tâches qui sont réalisées. Il y a pas de place à l'improvisation, c'est carré. Ou l'autre exemple, ça va être la cuisine dans un restaurant. Il y a des ingrédients à suivre, il y a une recette à suivre, c'est carré aussi, il n'y a pas de place à l'improvisation. Les procédés de travail comme ça, ils sont standardisés. Il y a tout le monde qui fait ce boulot-là en fonction de cette recette-là. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Le prochain, c'est la standardisation des résultats. Là, c'est quand les salariés de l'entreprise ont un objectif de performance à atteindre et en général, ils vont toucher une commission sur leur vente. C'est souvent dans les magasins, les vendeurs qui vont toucher des commissions sur les produits qu'ils vont vendre. Et puis le dernier, la standardisation des qualifications. Ici, c'est quand les tâches de l'entreprise sont réparties en fonction des qualifications de chacun. Donc chaque salarié a ses propres qualifications et sa propre expertise, si vous voulez. Et du coup, les tâches sont réparties en fonction de ces qualifications-là. Un salarié sait mieux faire une certaine tâche qu'une autre, donc c'est lui qui va le faire, etc., etc., en fonction des qualifications et des compétences de chacun. La 11e notion, c'est les styles de direction. Alors, les styles de direction, c'est la façon dont un dirigeant va exercer son pouvoir au sein de l'entreprise. Et il en existe 4. Le premier style de direction, c'est le style autoritaire. Donc là, on a un dirigeant qui est très strict, qui est très froid avec ses salariés. Il ne leur fait pas confiance, il ne leur laisse pas d'autonomie, il ne leur laisse pas de responsabilité, rien. Donc c'est un peu un style de direction qui est là par la peur, si vous voulez. Les salariés ont peur du dirigeant. Le deuxième style de direction, c'est un style paternaliste. Dans paternaliste, il y a paternel. C'est un petit peu les liens qu'avaient les pères avec leurs enfants à l'époque. Donc ils les aimaient, mais en même temps, ils étaient très froids avec eux, si vous voulez. Donc c'est un dirigeant qui est un peu strict avec ses salariés. Il peut leur demander un peu leur avis de temps en temps, mais c'est quand même lui qui va prendre la décision finale. Donc il y a quand même un peu de froideur, mais c'est pas du tout autant strict qu'un style autoritaire, par exemple. Le style de direction suivant, c'est le style consultatif. Donc lorsque le dirigeant va consulter ses salariés, il va leur demander leur avis avant de prendre des décisions, savoir ce que les salariés pensent, etc. Et il va prendre en compte leur avis justement. Donc dans ce style de direction-là, il y a un peu plus de confiance, les salariés ont un peu plus de responsabilité, etc. Et puis le dernier style de direction, c'est le style participatif. Ça, c'est un style de direction qui fait beaucoup, ou surtout référence aux entreprises familiales.
Donc le dirigeant est limite pote avec ses salariés. Ils se tutoient, ils leur accordent beaucoup de confiance, ils sont autonomes, ils peuvent prendre des décisions eux-mêmes tout seuls sans avoir à en référer au dirigeant, des choses comme ça. La 12e notion, les facteurs de motivation pour les salariés. Qu'est-ce qui les motive réellement? Alors, il existe des facteurs de motivation internes et externes. D'abord, les motivations internes. C'est la motivation propre au salarié. C'est ce qui va le motiver lui personnellement. Ça va souvent être le plaisir du travail bien fait. Il sera motivé parce qu'il aura envie de fournir un travail de qualité. Tout simplement parce qu'il a une bonne conscience professionnelle. Ensuite, l'autre facteur de motivation, c'est la motivation externe. Et là, c'est quelque chose de l'extérieur qui motive le salarié. Ça va par exemple être une bonne rémunération de travail. Donc le salaire qui motive le salarié. Ou alors les primes qui motivent le salarié. Des choses comme ça. Pour finir, la dernière notion qu'il est important de connaître pour le bac de management, c'est la notion de communication. Donc la communication d'une entreprise peut prendre deux formes. Soit c'est une communication interne. Donc là, c'est lorsque l'entreprise communique avec ses parties prenantes internes. Donc quand l'entreprise communique avec ses salariés ou avec les dirigeants ou les syndicats, des choses comme ça. La deuxième forme de communication, c'est la communication externe. Et là, vous l'avez compris, c'est la communication que l'entreprise fait avec les agents extérieurs à l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les banques, etc., etc. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est toutes les notions qu'il faut absolument connaître par cœur pour le jour J. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous connaissez et si vous maîtrisez ces notions, vous devrez normalement pouvoir répondre aux 2/3 des questions le jour J. Donc vraiment, apprenez ça par cœur, par cœur, par cœur. J'espère que cette vidéo elle a pu vous aider. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et laisser un petit commentaire. Voilà. Bon courage à tous pour l'épreuve. Ciao.